cette nouvelle soirée dédiée aux littératures de l'imaginaire et sous le signe des éditions critiques. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir parmi nous trois auteurs qu'on aime particulièrement. Clément Bouélier, Lionel Davoust et Thomas Géa, qui nous font le plaisir d'avoir fait pas mal de bornes pour nous rejoindre ce soir, donc on est ravis. Une soirée sous le signe des éditions critiques. Avant de commencer en préambule, j'aimerais, si tu le veux bien, Xavier, que tu nous donnes quelques infos sur la maison d'édition, sur son histoire, parce que c'est quand même pas anodin, simplement pour planter le contexte, si tu le veux bien. Ouais, je veux bien. Alors bon, les éditions critiques, c'est avant tout une librairie au départ, qui a été montée par quelqu'un qui s'appelle Éric Marcelin. Voilà, hein. Il s'est installé à Rennes, il est venu de Mâcon, donc c'est pas si loin que ça. Ah, Mâconnais ? Ouais, voilà. Et il a fait une étude de marché à Rennes, et puis il s'est installé là-bas, et il a monté une librairie bande dessinée, et un petit peu polar, littérature d'imaginaire, enfin il en avait très très peu. Mais il s'intéressait déjà à ça, et il avait déjà dans ses statuts, à mon souvenir en tout cas, aussi le fait de vouloir monter une maison d'édition. Donc c'était dans les statuts de la boîte. Donc ça c'était en 2001. Ensuite il s'est monté quelque chose à Rennes, c'était les mercredis de la SF. Maintenant on appelle ça les mercredis de l'imaginaire, ça fait plus imaginaire. Voilà. Et à l'époque, effectivement, tout ça, tous ces mercredis qu'on faisait, ça a un petit peu fédéré plein de gens. Il y en a quelques-uns qui sont là, qui sont devenus grenoblois d'ailleurs. Arnaud, Florence, qui étaient là au tout début. Je vois encore Flo accoudée au chambranle la première fois qu'elle arrive, un petit peu, voilà. Mais dans quoi je suis tombé. C'était très sympa. Et ça a vraiment forgé une équipe, un état d'esprit, etc. Et petit à petit, je suis devenu beaucoup moins étudiant que je ne l'étais. Voilà. J'ai été embauché à Critique pour quelques heures, simplement par semaine, et ensuite un petit peu plus. Et là, en fait, avec Eric, j'ai commencé à développer de mon côté, parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, hein. Je suis vraiment fan de science-fiction, de fantasy, de fantastique, plutôt roman, plutôt donc sans images. Hein. J'étais pas fan de BD à l'époque, je le suis devenu. Et j'ai commencé avec Eric à monter un rayon spécifique aux littératures d'imaginaire. Et voilà, on est parti d'une étagère jusqu'à arriver à un espace totalement dédié à Critique. Et après, j'ai été viré. Merci, au revoir. Alors évidemment, c'était un contexte plutôt financier. Hein. Bon, il y a eu une époque plus compliquée, évidemment, notamment parce qu'on a eu l'arrivée d'un concurrent juste à côté de chez nous, donc évidemment ça fait jamais plaisir, surtout quand il a 2 ou 3 fois la surface qu'on a. Donc à ce moment-là, en fait, je suis parti vers d'autres horizons, je suis allé dans une autre librairie aussi, alors qui a été un chapitre, voilà, puis qui est revenu un forum, ça a été compliqué. Et à ce moment-là, Eric a décidé de me remplacer par mon stagiaire, qui s'appelle Simon Pinel, et qui est maintenant le directeur éditorial des éditions critiques, et qui a monté les éditions critiques avec Eric. Voilà. Simon, c'était son projet de master d'édition, en fait, de monter une collection, une maison d'édition. Pour Eric et Simon, du coup, ça a été vraiment un prétexte finalement pour pouvoir assumer les envies qu'il y avait depuis le départ, finalement. Et donc, Simon a eu comme projet de stage et donc de master aussi, de publier un livre. Et ce livre, en fait, il se trouve que c'était un des miens. J'étais chez la concurrence à l'époque, mais c'est pas grave, on s'aimait bien quand même. C'était Le Sabre de sang, que j'ai publié, donc qui a été le premier roman publié par les éditions critiques. Voilà. Donc ça, c'était en 2009, voilà, exactement. Heureusement que certains ont plus la mémoire des chiffres que moi, je suis très mauvais en maths. Et à partir de ce moment-là, les éditions critiques se sont lancées, ont commencé à bien marcher, pas du tout à cause de mon roman, évidemment, hein, parce que je suis inconnu, c'était de la fantaisie, non, ça a marché avec un polar, que certains peut-être d'entre vous ont lu, qui s'appelle Le Projet Bleiberg, de David Carrard. Voilà, ça a été vraiment le gros succès des éditions critiques, et ça a vraiment lancé la machine. Voilà. C'est une trilogie ?
qui est une trilogie. Ouais, le projet Leiberg, Morgenstern et Chiraud. Voilà. Et il vient d'en sortir un nouveau, là, directement en poche chez Genève, je crois. Voilà. Donc, bon, je suis allé très vite hein, pour schématiser, mais ça s'est un petit peu passé comme ça. C'est surtout, et beaucoup, une histoire de copains, je pense aussi. Hein. Voilà. Ouais, avant tout, une belle aventure humaine. Complètement. Ouais, ouais. On était vraiment très très motivés pour faire des choses ensemble. On a toujours été motivés par l'imaginaire. Donc finalement, c'est la librairie, quand elle est arrivée, la conclusion logique, c'était aussi qu'elle devienne maison d'édition. Avec, j'allais dire, des talents locaux. Hein. Par exemple, Florence, qui est qu'on nous place maintenant, mon grand dame, dirige aussi des ouvrages maintenant chez Critique, et notamment elle dirige les romans de Lionel, hein. Donc on pourra vous en parler après. Eh bien, je te remercie pour toutes ces informations. Ça permet voilà, encore une fois de planter le décor. On a prévu plusieurs petites parties. Autrement dit, la première, ça va être de découvrir nos auteurs, d'en savoir un peu plus sur eux. Alors, plutôt que de savoir ce qu'ils aiment manger, on a décidé, comme un accord avec Myriam, de préparer voilà, 6 questions pour chacun d'entre eux. Et puis, par la suite, on glissera lentement vers leurs univers respectifs avec un petit résumé. Maintenant, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement, avec un passage qui sera donc compté à haute voix. Et puis, tout doucement, on pourra justement vous permettre de poser des questions si vous le souhaitez pour voilà... Ce sera un complément de tout ce qui aura été dit auparavant. Myriam, si tu veux bien lancer la série de questions, s'il te plaît. Déjà, bonsoir à tous. Merci à vous trois d'être venus nous voir ce soir. Alors moi, la première question que je vais vous poser, donc vous êtes auteur, bien sûr, mais avant d'être auteur, on est aussi des lecteurs. Et vous, en tant que lecteur, vous avez rencontré, comme nous tous, plein de personnages à travers nos lectures. Et la première question que je vais vous poser, c'est si vous deviez en retenir un personnage, ça serait lequel? Un personnage romanesque de vos lectures. Toute littérature ouais, confondue. tout confondu, hein, pas forcément que dans l'imaginaire, d'accord. Corwin, Seigneur d'Anjou. Parce que la classe. Ah voilà, bravo. Et malgré tout capable d'épargner les gens sans leur tirer dans le dos, parce que bon, même s'il est prince d'Ambre, il a quand même un peu un cœur, et que ça serait pas classique. Non, Ambre de Roger Zelazny, ça a été... voilà, il y a beaucoup de... C'est honteux parce que je suis auteur de fantasy, mais en fait, j'aime pas du tout Tolkien. J'aime pas le Seigneur des Anneaux. Je me suis profondément ennuyé quand j'étais ado en le lisant. Et c'est marrant parce que dans mon groupe de potes, il y avait un peu les gens de l'école de Tolkien, il y avait les gens de l'école de Zelazny. Et moi, j'étais plus de l'école des gens de Zelazny parce qu'il se passait beaucoup plus de trucs. Et que l'univers... Enfin voilà, pour moi, la fantasy, le premier contact et l'amour de la fantasy, c'est pas la fantasy médiévale avec les elfes, les nains, etc., le médiéval fantastique. Même si j'aime beaucoup le médiéval fantastique, j'ai été MJ et joueur de l'œil noir et de Donjons et Dragons pendant des années. Mais c'est pour moi la fantaisie telle que je l'ai rencontrée et aimée, c'est justement l'inventivité complètement débridée à la Zelazny, c'est-à-dire le merveilleux, les mythes, la mythologie, on secoue tout ça bien fort, on se fait plaisir et on raconte une bonne histoire, et c'est-à-dire c'est la fantaisie pour moi dans son acception large, ce qui a mis des années finalement quelque part à arriver sur le devant de la scène et à être considéré comme tel. On a mis très longtemps à aller au-delà des définitions de médias fantastiques. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas quand on regarde les 4e de couverture des Ambres à l'époque chez Présence du Futur, où elles sont assez surréalistes, parce qu'on voit bien que, visiblement, même l'éditeur, il ne savait pas comment définir ses bouquins, parce que les 4e de couverture n'ont rien à voir avec les bouquins, c'est fascinant. Parce qu'on se demande s'ils l'ont lu avant de l'éditer. Ils l'ont lu, parce qu'il y a des trucs dedans, et on se dit, c'est marrant, j'ai pas du tout lu ça. Alors merci Clément. Alors je pourrais dire, j'ai pensé tout à l'heure, mais je peux pas dire ça, je peux pas dire Traxas, parce que c'est un gros monsieur alcoolo, qui fume, qui fréquente n'importe qui, et qui est limite breton, mais en fantaisie quoi, voilà. Alors du coup je vais être vachement plus sérieux, je vais dire plutôt, et c'est bizarre et ça m'étonne moi-même, Harry Seldon. Alors, je sais pas si tout le monde connaît Harry Seldon, mais Harry Seldon, en fait, c'est
l'inventeur de la psychohistoire chez Isaac Asimov. Et en fait, il se trouve que Isaac Asimov, ça a été mon idole de jeunesse, genre ma rockstar, quoi. Voilà. Certains avaient des posters de AA. Ah non, c'était moi ça. Non, mais c'est pas grave, bon. C'est des choses qui arrivent. Hein. Et moi, j'avais plutôt envie d'avoir les posters d'Harry Seldon qui n'existaient pas. J'avais vraiment adoré tous les Asimov que j'avais lus. Et j'avais commencé par Fondation. Alors pas le premier, j'ai commencé par Seconde Fondation, qui le dernier de la trilogie. Voilà, et j'ai été fasciné tout de suite par notamment l'histoire d'Arcadia Darrell dans cette fondation. Je trouvais ça vraiment phénoménal. Et après, je me suis intéressé à tout le cycle de fondation et je suis tombé évidemment sur le premier Fondation, où là on a l'histoire d'Harry Seldon. Je me suis dit comment on peut être aussi intelligent, aussi fort, aussi impressionnant, parce que c'est quelqu'un qui imagine l'histoire jusqu'à longtemps après dans le futur, juste par des analyses statistiques. Et moi en plus, comme j'étais vraiment très nul en maths, c'est quelque chose qui est fascinant et qui se rapproche quelque part de la magie, quoi, quand on est gamin, quoi. J'avais 12 ans, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai lu tous les fondations, tout ce que j'ai pu trouver autour de ça, y compris les préludes de fondation, l'aube de fondation, le gna-gna-gna de fondation. Bon, c'était pas toujours terrible, hein, mais j'étais quand même passionné par ça. Et j'ai lu je crois, tous les romans d'Asimov, toutes les nouvelles d'Asimov que j'ai pu trouver après. Bon. Donc pour moi, effectivement, c'est un personnage charnière dans mon parcours de lecteur. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé assez spontanément à Harry Seldon. Toi, Clément, un personnage qui t'a particulièrement marqué? Alors, en toute honnêteté, quand tu as posé la question, le premier qui m'est venu, mais c'est pas de la SF ni même de l'imaginaire, c'était Benjamin Malhausen, parce que je suis super fan de Pénac. J'ai eu la chance de le rencontrer quand je bossais au Dauphiné. À l'époque, il faisait une lecture de Bartleby, le scribe de Melville. Donc voilà, j'avais eu la chance donc, de rencontrer Pénac, qui m'avait dit un peu sa vision du bouquin. Enfin, c'était passionnant. Et Benjamin Malhausen, c'est aussi je ne sais pas si on peut dire un grand amour de jeunesse du coup, mais toute la saga des Malhausen, c'était magique à lire. Si on voulait rester dans le domaine de la SF, comme mes deux collègues l'ont fait, je vais essayer de me prêter aussi à l'exercice. Je me rappelle qu'un personnage qui m'a particulièrement marqué, c'est Montag dans Fahrenheit 451. Simplement parce que il se bagarre contre l'ordre établi, complètement dégueulasse, il est prêt à risquer sa vie pour des bouquins, et puis voilà, j'avais trouvé ça chouette. Ok. Et si on vous demandait de choisir un univers dans lequel vous êtes plongé, qui vous a vraiment remué, qui vous reste en tête, là on a effectivement parlé du personnage le plus marquant, mais l'univers peut-être le plus marquant, ou pour lequel voilà, vous avez vraiment gardé des fragments. Donc, par exemple, personnellement, ça a été la forêt des Mitagos, c'était une plongée assez dingue. Et vous, voilà, de votre côté, quel univers que vous avez visité et qui vous est vraiment resté en tête? Moi, ça va être la planète Chai. Jack Vance. C'est vraiment, je crois, un auteur culte pour moi. Je ne l'ai pas découvert avec Chai, je l'ai découvert avec un roman formidable d'ailleurs, qui s'appelle Amphirio, qui est une sorte de dystopie sur une autre planète, c'est magnifique. Mais Chai, ça m'a retourné, quoi. C'est la première fois, ou une des premières fois, où je me suis dit, voilà, on peut faire le tour d'une planète, apprendre plein de choses qui n'existent pas, et on a plein d'étoiles, plein les yeux, parce qu'on rêve. Il nous fait voyager, et moi, cette notion de voyage, elle m'a tout le temps plu en littérature, que ce soit en littérature de genre ou pas de genre. Hein. J'ai toujours aimé les Jack London, par exemple, ou les Stevenson. Enfin, c'est vraiment des auteurs qui me plaisent particulièrement. Et Jack Vance en SF, il m'a vraiment provoqué ça. Donc moi, ce serait Chai. Lionel? Alors, je vais pas redire Ambre, mais non, un autre truc qui m'est resté beaucoup, alors attention, c'est le monde biscornu. Et le monde biscornu, c'est 3 pages de la fin d'une novella de Robert Sheckley, qui s'appelle Échange standard, qui commence par un pitch assez classique dans la SF, où en gros, un type échange son corps avec celui d'un extraterrestre. Évidemment, ça tourne mal.
et parce que l'extraterrestre lui pique son corps et se barre avec, et il faut qu'il aille, et donc le héros est censé courir après pour aller retrouver le truc. Mais en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans cette novelle, dans cette novelle-là, pardon, c'est pas du tout les 9/10 du bouquin, à tel point que quand j'ai relu le bouquin plus tard, j'ai fait mais c'était où le truc, je l'ai rêvé ou pas? En fait non, c'est les 3 dernières pages. Et en fait, à un moment, Sheckley et l'extraterrestre dont j'ai oublié le nom passent dans ce qui s'appelle le monde biscornu. Où en gros l'extraterrestre va se faire attraper et il est en train d'ouvrir un portail et l'autre fait ah non, surtout pas passer dans le monde biscornu. En fait, le monde biscornu, c'est un espèce de chaos total et absolument invraisemblable où tout peut se passer. C'est Douglas Adams en puissance 15 et c'est complètement dingue. Je crois que j'ai un faible pour les multivers en fait, parce que j'ai failli aussi réfléchir avec la dimension des miracles du même, de Robert Sheckley. Pareil, il y a un passage de monde en monde. Mais vraiment, ce monde biscornu m'a fait un tel effet. Alors que c'est vraiment les 3 dernières pages du texte, ça m'avait... j'avais adoré cette espèce de parce que c'est complètement... Je me rappelle plus, mais en gros, à un moment, le type se retrouve enfermé dans une... à chaque fois, c'est un paragraphe. Et il se passe en un paragraphe 1000 trucs où le type se retrouve... je crois il se fait larguer des serpents venimeux sur la tête, incendié, noyé en même temps. Mais comme c'est le monde biscornu, il en sort et ça va. Et voilà. Et c'est en fait, il est mort de 3 manières différentes, mais justement, sur 3 manières différentes, finalement, c'est pas si grave. Donc le côté, quand j'avais lu ça, j'avais trouvé ça, mais c'est dingue. Et cette liberté, cette inventivité qu'on a dans l'imaginaire, j'ai adoré cette liberté-là justement, et ça m'a marqué à tel point que j'étais très déçu quand j'ai relu Échange Standard 20 ans plus tard en me disant mais en fait j'ai adoré cette histoire pour 3 pages. Alors pareil, pour rester dans le milieu, honnêtement pareil, quand tu as posé ta question, ce qui m'est venu en premier c'était pas de la SF. Mais tant pis, je vais rester à la SF. C'est pas obligatoire, hein. L'idée c'est d'ouvrir des portes, hein. Ah, On ne les ferme pas. Hein. Je fais l'effort de rester à la SF quand même. Un univers qui m'avait marqué, je reste dans le classique pour le coup, enfin dans la littérature un peu classique, considérée comme telle, c'était La planète des singes. Le fait que le personnage principal, il s'appelle Aronnax, je crois. Je suis même plus sûr, ça fait un moment que je l'ai lu, mais enfin, ce qui m'avait frappé, c'était à quel point tout est déconstruit pour lui, c'est-à-dire lui qui a l'habitude d'être maître de tout en homme, là d'un seul coup, c'est absolument plus le cas, il est réduit au rang d'animal à peine domestique, derrière une cage dans un zoo, enfin voilà, et c'est lui le con, c'est lui le crétin qui est obligé de prouver son intelligence, et voilà, ça m'avait marqué, parce que du coup, toute la société des singes est comme ça, et là, d'un seul coup, il se retrouve en bas de l'échelle. Donc, voilà, c'est ça qui m'avait frappé dans cet univers. Alors maintenant, si je vous dis, vous avez le Tardis, quelle époque vous visitez? Quelle époque historique et pourquoi surtout, ouais. Je suis les plâtres. Bien, alors, ce serait la préhistoire. J'irai voir du côté de La Guerre du Feu, parce que j'ai toujours aimé un auteur qui s'appelle Rosny-Henney, alors qui est un des pères fondateurs français de la science-fiction, qui a écrit La Guerre du Feu, que tout le monde connaît, mais qui a aussi écrit beaucoup d'histoires de SF, Les Navigateurs de l'Infini, L'Exipéus, qui est une nouvelle justement qui me fait penser au Docteur Who. C'est-à-dire en fait, L'Exipéus, c'est une nouvelle qui se passe dans une sorte de préhistoire aussi un peu informelle, quoi. On ne sait pas trop quand. Mais il y a des sortes de Daleks qui débarquent dans on ne sait où, alors on ne sait pas, il ne dit jamais que ce sont des extraterrestres, hein. Mais ils ont cette forme conique, effectivement, un petit peu à la Dalek, quoi. Et puis il y a des peuples qui essayent de leur résister, parce que c'est une sorte de Dalek qui essayent évidemment de conquérir leur territoire, quoi, voilà. Et les peuples humains, en fait, se mettent ensemble pour essayer de vaincre cette menace. Voilà. C'est un texte absolument génial, et c'est considéré en fait aussi comme un texte qui est un des tout premiers qui raconte une histoire de rencontre avec l'autre et avec l'extraterrestre. Voilà. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe à l'époque effectivement de cette histoire. Merci. Et toi, Lionel, du coup? Moi, j'avance au moment où on a le voyage interstellaire. Clairement.
à un âge probablement beaucoup trop tendre pour ça. Mais je le remercie, ma mère me mettait devant Star Trek sur la 5. Je montre mon âge là déjà, il existait une chaîne qui s'appelait la 5. Et voilà, et j'ai toujours adoré les récits d'exploration de manière générale. J'essaie de partir comme volontaire écologique dans des endroits improbables dès que j'en ai l'occasion. J'adore les grands espaces et forcément l'espace c'est le plus grand espace qui soit. Cette phrase est nulle. Mais vous voyez l'idée? C'est le moment où tu commences à dire un truc, tu fais ah non, voilà. Mais ouais, non, clairement. Alors pas au début, histoire que. Enfin, parce qu'au moment où c'est commencé à être un petit peu implanté et où on a à peu près fait toutes les erreurs possibles, c'est-à-dire on s'est attiré les inimitiés de 2-3 races extraterrestres, on est passé à côté de l'extinction, etc. Une fois ce côté-là passé, voilà, et découvrir ce truc-là, et enfin, ça fait partie de mes vieux rêves. Quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'avais fondé une vraie fausse association qui s'appelait Je veux un vaisseau spatial, et qui était totalement un canular, mais en fait je voulais voir combien est-ce qu'il y avait de gens qui allaient marcher dans le truc, et un nombre étonnant en fait. Et qui étaient tous extrêmement, voilà, qui étaient tous aussi sérieux que moi. Et voilà, on s'est arrêté avant d'aller demander des fonds à la direction de l'école. Mais on était parti pour. Et toi, Clément, du coup? Alors, je dirais l'Égypte ancienne, pas n'importe quelle Égypte ancienne, celle du tournant, en fait la fin de l'Égypte ancienne, celle du tournant où les Romains arrivent. Alors je pense que ça tient beaucoup au fait que j'ai joué à Assassin's Creed récemment. mais quand même, ce qui me passionnerait, c'est de voir ce fourmillement politique, parce que c'est on a à la fois une lutte entre deux pharaons, donc comment Ptolémée et Cléopâtre. On a aussi une lutte entre César et Pompée. Et ça donne un bordel pas possible à ce moment-là en Égypte. On a une pharaon, une pharaone, je ne sais pas comment on dit, qui a compris qu'il fallait qu'elle pactise avec les Romains si on veut faire en sorte que l'Égypte demeure un peu au cœur du jeu méditerranéen à l'époque. Et donc, ça me passionnerait de voir comment agissent les hommes et les femmes de cette époque, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sont. Voilà. Donc, Égypte ancienne. Okay. On va encore remonter le temps. Vous êtes tous les trois auteurs. Ce soir, vous ne nous présentez pas d'ailleurs vos premiers ouvrages, mais il y en a eu plusieurs qui sont déjà succédés. Si vous devez remonter à votre première fois en écriture, qu'est-ce que c'était? Bon, ben, c'était en CM2, c'était un poème. Je peux même, je crois, vous le réciter. Oui. C'est court. Ah oui, on prend. C'était déjà de la science-fiction, on va dire. Les étoiles étaient pâles, la lune avait peur tout au fond de son cœur. Mais qu'est-ce qu'elles virent, avec un grand sourire? Une petite araignée empaillée, qui se perdait et périssait depuis des années dans l'immensité de l'univers étoilé. Ma première écriture. Lionel, ton poème? Je suis un horrible versificateur. Ouais, j'ai écrit. Alors au début, je pensais que c'était un roman, mais parce que ça faisait genre une dizaine de pages. C'était une nouvelle, mais c'était l'histoire. J'avais 6 ans, hein. Alors attention. Mais quand même, cette histoire m'a appris le travail éditorial. C'était l'histoire d'un espèce de loup solitaire qui avait une espèce de... J'avais 6 ans, je vous rappelle, une espèce de bateau à la K2000. J'avais un petit peu confronté voilà, mes influences de l'époque, vous voyez. Et il partait pour aller sauver une nana sur une île avec des monstres. Quoi. Et donc, bon, j'ai eu ma première expérience éditoriale à ce moment-là, parce que forcément, voilà, j'avais 6 ans, je fais dire ça à ma maman, n'est-ce pas? Et mon personnage, c'était un peu un loup solitaire. Hein, je veux dire, bon, je me rends compte que j'ai inventé Caraïbes Offshore avant l'époque, hein, quand même. Mais j'avais pas eu le Kogan dans le rôle principal. Et donc voilà, il sauve la fille, il rentre, voilà, et puis c'est un loup solitaire, tu vois, il a un bateau K2000, c'est quand même la classe. Et donc il est parti pour aller vivre de nouvelles aventures, et donc ça se termine, il ramène la fille, et il s'en va, tel un loup solitaire dans le soleil couchant, voilà. Et je vais dire ça à ma maman, du haut de mes 6 ans, qui regarde ce truc-là et qui me dit « Ah bon, mais il se marie pas à la fin ?» Non, je dis non, parce que moi j'aime bien les histoires où en gros il se marie à la fin. Ah bon? Alors je récupère mon truc, je fais « Ah ouais, mais non,
mais c'est pas mon personnage, tu vois. C'est pas mon projet d'auteur, tu comprends. Et je me dis, ouais, mais quand même, tu vois, j'ai quand même un retour de quelqu'un visiblement de référence, puisque c'est ma mère, et qui s'y connaît, et donc ça serait bien dans la tu vois, dans ma formation de jeune auteur, que j'arrive à trouver un espèce de juste milieu. Donc j'ai fait, bon, ok, mon lectorat demande ça, je vais essayer d'accommoder. Alors je reprends mon machin, et ça se terminait, il se disait adieu, et l'autre disait adieu. Bon, ok. Et je reprends, et donc c'était le mec qui termine. Donc la fille dit adieu, et le mec dit adieu, et ça se terminait comme ça. Et je rajoute à la fin du adieu du mec, je fais adieu, je vous épouserai plus tard. Bel effort. Et il l'a fait. Est-ce qu'il y a une suite? Le tome 2, j'avais paru. Ça va être moins marrant, c'était ma première vraie expérience rédaction poussée à son terme, c'était quand j'étais étudiant. Je me souviens, j'en avais ras-le-bol des révisions, le droit constit, c'était à Sciences Po, Sciences Po Lyon, donc le droit constit, l'économie, ça, il y a un moment ça gonfle un peu. Et j'ai tout envoyé promener une après-midi et je me suis mis à rédiger une réécriture de la guerre de Troie. Donc voilà, c'était quand même un peu ambitieux. Donc ça tenait en 100 pages, 150 pages, ça doit encore traîner dans un de mes tiroirs quelque part. Et voilà, ça s'appelait La véritable légende de Troie. Voilà, là, c'était... je l'avais pas fait lire à grand monde, ce truc-là, mais voilà, je me rappelle que j'avais fait d'Achille et d'Agamemnon des vrais salopards. Voilà, il y a que Hélène qui était un peu épargnée, autant que je me souvienne. Voilà. Et alors du coup, justement, dans le processus d'écriture, avec ou sans musique, pour vous, ça se passe comment? Alors, en un mot, sans... Et toi, Lionel? Alors, j'aimerais bien parce que je constitue des BO personnels pour les univers parce que ça me permet de fixer l'ambiance et ça me remet dedans. Mais je suis comme toi, pas quand j'écris, parce que pour moi, les mots ont une espèce de musique, et en général, quand la musique est juste, quand la musique est bonne, on a des lettres, n'est-ce pas? Quand la musique est juste, je sens que j'écris ce que je dois écrire. Si la musique est fausse, je le sens et je suis pas dedans et ça va pas. Alors, ceci dit, j'emploie un service dont j'ai souvent chanté les louanges sur Internet qui s'appelle Focus at Will, qui en fait, c'est de la musique qui est calibrée exprès pour que tu la remarques pas et qui en fait occupe cette part de ton cerveau qui vient du fond des âges, qui est normalement le processus en tâche de fond, qui est censé rester aux aguets pour s'assurer qu'il n'y a pas genre un lion derrière la touffe d'herbe qui est là-bas, quoi. Ce qui est moyennement utile à Rennes. Globalement. Donc je mets ça et en fait c'est fait pour pas être remarqué, mais c'est fait pour occuper cette partie de ton cerveau qui aujourd'hui sert à te distraire pour aller sur YouTube regarder des vidéos de petits chats. Moi, comme je fais des remerciements à la fin de mon bouquin, je peux dire quelque part. Ça fait l'extrait. Playlist, non, à la fin. Ouais, voilà. Je donne. La musique à écouter, ça c'est. Voilà. Donc une playlist de Spotify qui s'appelle Des sorciers et des hommes, clairement, là que tout le monde peut trouver. Et alors c'est un peu différent pour moi parce que du coup la musique, soit j'écris avec, soit j'écris sans. Mais quand j'écris avec, c'est vraiment une sorte de diapason. C'est-à-dire que la musique me donne vraiment la note juste que je veux donner à une scène, à une nouvelle, enfin, à une description que je donne, ou bon voilà, ce genre de choses. Et effectivement, dans Des sorciers et des hommes, pour Des sorciers et des hommes, j'ai utilisé beaucoup de musique pour écrire. Et effectivement, je m'imprègne beaucoup de la musique, je l'ai dans le casque, et je l'écoute en écrivant. Et parfois, je peux rester 1 heure comme ça, à écouter juste de la musique, et puis paf, d'un coup, je me mets à écrire, parce que voilà, j'ai trouvé la tonalité qu'il faut pour ma scène, ou pour ce que j'ai écrit, quoi qu'il en soit. Donc la musique est vachement importante pour moi dans ce processus d'écriture. Ouais, complètement. Et souvent, je remarque que c'est plus pour les nouvelles, justement, que j'ai besoin de musique,
plus que pour les romans. Alors, bon, ça peut paraître bizarre parce que Les Sorciers et les Hommes, c'est censé être un roman, mais c'est pas tout à fait un roman, c'est ce qu'on appelle un fix-up, voilà, donc un ensemble de nouvelles qui forment un roman. C'est vrai que pour celui-ci, j'ai écouté de la musique tout le temps. Donc si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir quel genre de musique j'ai écouté, bon, voilà, il suffit de chercher sur Spotify et on trouve cette playlist. Voilà. Donc moi j'ai besoin de ça. Ouais. On a parlé effectivement là du processus d'écriture. Généralement, quand on pose cette question, c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. Messieurs, êtes-vous plutôt architecte ou jardinier? Architecte qui se soigne. Donc ouais, architecte, j'ai tendance à vraiment beaucoup planifier. Je peux pas écrire si je sais pas où je vais, si je sais pas... déjà, si je sais pas comment mon histoire se termine, si je sais pas à quoi va servir ma scène, comment ma scène se termine. Mais de plus en plus, j'apprends à me décoincer, n'est-ce pas? Au fil du temps, j'ai fini par me rendre compte que mon inconscient savait finalement beaucoup mieux que moi que ce que je faisais. Et que donc, le meilleur service que je pouvais me rendre et le meilleur service que je pouvais rendre au bouquin, c'était d'essayer de m'effacer au maximum. Pour laisser le processus d'écriture émerger et faire ses trucs. Et que, parce que je ne sais pas forcément toujours où est-ce que je vais, mais ce qui est terrifiant quand vous êtes architecte, mais ce qui en général est une bonne chose, parce que mon inconscient le sait. Et mon inconscient va me servir les trucs. Et au bout d'un moment, voilà, de temps en temps, on se prend la tête en se disant, voilà, mais qu'est-ce que je... Ouais. De temps en temps, votre inconscient vous sert des trucs. En disant, tiens, regarde, fais faire ça. Et ça va pas du tout dans le plan que j'avais prévu. Et en même temps, il faut savoir reconnaître, avec une grosse goutte sur la tempe, ok, on va faire ça, alors d'accord. Et en général, c'est toujours une bonne idée, parce que on retombe sur ses pattes, et l'inconscient, il sait. Donc j'apprends, et j'ai appris beaucoup, notamment avec Les Dieux Sauvages, parce que c'est des bouquins qui sont tellement monstrueusement complexes et tellement longs, que c'est impossible de tout planifier. Donc je sais où je vais globalement, je connais mes personnages, je connais mon monde, mais il y a des tas je ne peux pas prévoir dans le détail tout. Enfin, c'est juste, il y a trop de pièces qui bougent les unes par rapport aux autres. Donc j'ai appris à faire confiance à mon inconscient, donc architecte ascendant jardinier. Tout à l'heure, quand on a discuté, tu m'avais dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que des fois tu vas partir sur une scène, tu sais que tu vas te planter, mais tu vas aller au bout de l'écriture pour justement trouver l'erreur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. Il y a des fois, il y a des scènes où on se dit, je sais qu'il faut que je l'écrive mal, une fois, deux fois, trois fois, pour finir par réussir à trouver ce qu'il faut faire. Et c'est un peu déprimant quand on est architecte, parce qu'on a l'habitude d'écrire à peu près le premier jet, à peu près bien finalisé de base, parce qu'on sait ce qu'on va faire. Mais il y a des scènes où il va falloir aller passer beaucoup de temps inutile, entre guillemets, mais qui n'est pas au final, avec les personnages, pour savoir écrire mal une scène plusieurs fois, pour avoir finalement pour finalement comprendre en quoi elle est ratée, ce qui va permettre finalement de découvrir comment il fallait l'écrire bien. Voilà, il y a des scènes notamment assez psychologiques entre personnages, des scènes qui en soi qui sont nécessaires et qu'on a la place de faire dans un roman, qui ne sont pas forcément nécessairement liées à l'intrigue. Par exemple, dans Les Dieux Sauvages, un roman, il y a quand même une histoire de guerre, qui ne sont pas nécessairement liées à la guerre en elle-même, mais qui est liée à la vie des gens qui traversent ces choses-là, aux petits événements du quotidien, comment on vit dans une ville assiégée par exemple, donc des petites choses qui n'ont pas de lien nécessaire avec avec qui va gagner, avec les opérations militaires, mais qui font partie de l'histoire aussi. Et ce tissu-là humain est finalement, je trouve, plus difficile à faire, parce que c'est une petite histoire qui a peu d'envergure sur la grande portée des événements, mais en même temps, c'est ce qui fait une histoire, et c'est ce qui fait un univers, c'est les gens qui le vivent. Et ça, parfois, ça nécessite, parfois, pour faire 3 pages, de s'y reprendre à 2-3 fois avant de piger ce que ces gens-là vivent, en fait. Parce que c'est pas évident. On n'a pas de lion à Rennes et on n'est pas assiégé non plus, heureusement, depuis longtemps. Donc, Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Lionel, clairement, architecte aussi pour moi. Alors, je ne sais pas si je me soigne, mais en tout cas, des fois, je suis architecte qui se loupe, quoi, et dans les grandes largeurs. Et ça, en général, ça me prend après une soirée d'écriture. Donc, je planifie
alors peut-être pas de tout, mais pareil, j'ai besoin de savoir comment l'histoire va se terminer, j'ai besoin de savoir où vont mes personnages, etc. Et après une soirée d'écriture, je vais me coucher, et là, je sais pas, ça me trotte dans la tête, et je me dis non, il y a un problème avec cette scène, ça déconne, elle devrait pas, ou il ne devrait pas réagir comme ça, etc. Et je reprends le lendemain, je relis. Généralement, quand j'avais ce sentiment, c'est que, ouais, en tout cas, j'ai le sentiment que je me suis planté, enfin, c'est avéré que je me suis planté. Donc je reprends, et du coup, ça me force des fois à revoir un petit peu mon cheminement. Généralement, je retombe sur mes pieds, entre guillemets, enfin, je me raccroche à l'intrigue et à ce à quoi je voulais que les personnages arrivent, mais du coup, là où je voyais le chemin comme ça, en fait, finalement, ça s'est plutôt fait comme ça. Voilà. Il s'est ajouté une scène ou deux, il va s'ajouter éventuellement un autre personnage, voilà, c'est plutôt comme ça que ça va se construire pour moi. Ouais, c'est vachement vrai ça. On a beau être architecte, on se rate des fois, et tu le vois dans le déroulé de ta scène, et tu vois à un moment, tu sens la réplique, je sais pas toi, qui sent la réplique qui fait partir toute la scène, complètement, à côté tu fais. C'est là que j'ai pris le détour qu'il fallait pas. Ouais, voilà. Moi, je suis jardinier, mais qui essaye de se soigner. Alors, voilà. Moi, j'ai tendance à aller pas mal au fil de la plume, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Hein, voilà. Mais j'ai tendance à me soigner parce qu'effectivement, je vais de moins en moins écrire en disant allez, j'y vais comme ça. Je peux rester, comme je disais, très longtemps devant ma feuille blanche, mais en fait, je réfléchis beaucoup à ce que j'ai envie d'écrire. Je ne le prends pas forcément en note, hein, mais je réfléchis beaucoup. Et je n'écris pas tant que je ne suis pas sûr de ce que j'ai envie d'écrire. Donc en règle générale, j'ai quand même une vue globale de ce que je vais faire. Je connais le début et en gros la fin, quoi. Et puis au milieu, c'est flou, voire très flou. Mais là où j'étais vraiment assez mitrailleuse, et ça a été le cas par exemple pour Le Sabre de sang, où je l'ai écrit très très rapidement, ou Alone aussi, c'est écrit très rapidement. J'ai commencé à plus à changer ma façon de faire, notamment parce qu'on a eu beaucoup de discussions aussi avec Lionel, et que j'ai essayé de récupérer ce que je considérais de meilleur chez Lionel, justement, en me disant tiens, je pourrais m'inspirer pas mal de ça pour essayer d'améliorer ce que je fais mal aussi, ou ce que je fais à mon sens moins bien. Alors je dis pas que ça marche ou ça marche pas, je sais pas, mais en tout cas ça me donne aussi une autre façon de faire, et notamment pour Des sorciers des hommes, moi ça m'a été très utile parce que il y a 6 textes dans mes souvenirs. Voilà. Je ne suis pas très bon pour les souvenirs non plus, mais il y a 6 textes. Il y en a 5 qui prennent la moitié du livre, et un autre qui est un court roman qui fait la taille de Come Alone, pour ceux qui ont lu Come Alone. Donc techniquement même, ça rentre dans les clous du roman. Mais pour ce roman-là, en fait, j'utilisais des techniques qui sont plus celles que Lionel utilise, c'est-à-dire plusieurs voix narratives qui racontent des histoires différentes avec plusieurs étapes, etc. Puis on abandonne un personnage, on le retrouve plus tard, etc. Bon, une façon panoramique de voir les choses, d'une certaine façon. Et là, j'ai pas l'habitude d'écrire ce genre d'histoire. Donc je me suis pas mal inspiré de nos discussions avec Lionel, et j'ai essayé d'écrire cette dernière histoire, justement, avec cette façon-là, mais sans trop m'étendre, parce que je suis très concis dans ma façon d'écrire, et j'aime pas m'étendre. Donc je voulais en plus écrire une histoire multivoix, mais en prenant pas trop d'espace. Donc c'est ça qui était le plus dur. Donc c'est pour ça aussi que j'avais besoin, justement, cette fois-ci, de prendre énormément de notes pour pouvoir agencer la façon dont mes personnages évoluaient dans mon histoire. Sinon, je ne pouvais pas arriver à la fin et avoir une fin cohérente, c'était pas possible. Voilà. Donc là, au moins, pour cette histoire, j'étais obligé de faire comme ça. Voilà, pour le coup, pourquoi je me soigne un petit peu de mon côté jardinier. Mais je ne le perds pas forcément pour tout. Tout dépend de l'histoire que j'écris, en fait. Du coup. Et en parlant du coup de l'histoire des sorciers et des hommes, il y a ceux qui sont ici présents, ceux et celles qui ont pu lire le roman, et c'est pas forcément le cas. Comment tu pourrais le résumer en quelques lignes? Oui, alors... ça se passe sur une île. Déjà, c'est cool. Bien les
Ouais, ça fait balnéaire, tout ça, c'est super. Puis on peut se promener sur les îles, donc moi j'aime bien. Et là, il y a deux gars, un qui s'appelle Pikaram et l'autre Enger. Ils sont pas très cool d'ailleurs, non plus, ils sont même plutôt méchants. Et ce qu'ils ont envie de faire, c'est un peu comme la Macronie, quoi, s'enrichir. Bon, c'est un petit peu ça, quoi. Et donc en fait, ils vont d'aventure en aventure pour essayer de s'enrichir et de gagner un max de blé. C'est très néolibéral en fait, comme façon de faire. Je me rends compte maintenant. Et sauf qu'ils ne se rendent pas compte de certaines choses, comme la Macronie ne se rend pas forcément compte de certaines choses, c'est qu'ils laissent plein de gens sur le carreau, des morts. Bon, là on ne peut plus rien faire pour eux. Mais il y a des gens qui ne sont pas morts et qui éventuellement ont quelques reproches à formuler envers ces deux personnages qui les ont soit manipulés, soit torturés, soit enfin ce qu'on veut, hein, ils sont pas sympas de toute façon. Donc voilà, ils ont fait tout ce que vous pouvez imaginer. Et évidemment, ces personnes qui ont quelques dents contre eux vont éventuellement chercher à les retrouver et se venger. Voilà, d'où le découpage un petit peu particulier de ce roman. Elle, tu veux bien nous présenter les dieux sauvages, s'il te plaît? Dieu a détruit le monde parce qu'il lui plaisait pas. Il fait un peu porter le chapeau sur les femmes, et il a établi une religion, histoire de bien tout verrouiller. Là-dedans, en gros, on est dans un monde post-apocalyptique, la magie est devenue... en gros, cette magie a quand même un peu les conséquences d'un incident nucléaire puissance 1000. Ça fait muter les trucs, ça déclenche des orages qui altèrent les lois même de la réalité. En gros, il y a les zones instables où il vaut mieux pas être, et puis il y a les zones stables qui sont plus ou moins sous le contrôle de la royauté et du clergé. Donc on est dans un Moyen-Âge assez sombre qui est probablement plus une régression technologique, en fait. Et là-dedans, il y a une demoiselle qui s'appelle Mériane, qui est en couverture, qui en gros était serf, et avait le choix entre soit vivre dans ce monde absolument charmant où il fait bon vivre, surtout quand on est une femme, soit vivre en paria, c'est-à-dire en gros en substance envoyer tout balader et aller vivre seule dans la forêt comme trappeuse, au contact des zones instables, mais au moins elle allait vivre libre. Tout ce qu'elle décide de faire, et tout se passe bien le jour où Dieu s'invite dans sa tête et lui dit « Tu sais quoi, tu vas aller sauver le monde, et puis tu vas sauver mon monde en plus. » Elle est moyennement d'accord. Donc, mais bon, à un moment, elle a bon fond, et si elle fait pas le boulot, des gens vont mourir, et elle garde bon fond, elle n'aime pas trop ça. Tout parallèle avec Jeanne d'Arc est totalement assumé. C'est de la fantaisie, hein, ça se passe dans un monde, dans un monde secondaire, un monde imaginaire, etc. Cependant, il y a, quand on connaît l'histoire de Jeanne d'Arc, il y a clairement des épisodes qu'on retrouve. Notamment, à un moment, il y a un siège d'une grande ville fortifiée sur un fleuve. Voilà. Après, la ressemblance s'arrête là, parce que, encore une fois, c'est de la fantaisie. Mais quand même, je me fais assez plaisir avec l'épopée de la guerre de 100 ans, et notamment avec non pas l'histoire, mais le mythe, tous les mythes qu'on a construits autour de Jeanne d'Arc. Ce qui m'intéresse, moi, beaucoup plus dans les inspirations historiques de la fantaisie, c'est pas l'histoire et c'est pas les faits, c'est la manière dont on les voit avec le recul. C'est tout ce qu'on a gardé, nous, dans l'inconscient collectif. C'est tout le mythe qu'on a composé autour de ça. Donc c'est là-dessus que je me base, c'est pas sur Jeanne d'Arc. Les faits, c'est Jeanne d'Arc l'image. Et encore une fois, c'est de la fantaisie, et je prends énormément de liberté avec le processus. De temps en temps, voilà, je me base plus ou moins là-dessus. Donc c'est de la fantaisie chorale, donc avec beaucoup de points de vue différents. Mais Mériane est certainement le personnage qui est l'agent du changement, entre autres parce que du coup c'est un dieu patriarcal dans une religion patriarcale, et c'est la première fois que c'est une femme qui se trouve désignée comme élue. Il y a des circonstances particulières que je ne spoile pas, mais ça va nécessairement enclencher un changement dans un monde qui en a bien besoin. Au langard. J'imaginais que c'était la question suivante. Alors du coup, imaginez un monde un peu tolkienien, donc avec hommes, nains, elfes et compagnie, tout ce que vous connaissez si vous êtes adepte de ce genre de cinéma, de littérature. Et imaginez un monde tolkienien où la magie est relativement absente, et où surtout il y a du temps qui est passé.
au point qu'on en est arrivé à un monde industriel, très 19e, quoi, très Londres-Sale, voilà, des années 1800, des années victoriennes. Donc avec tout ce que ça implique, une classe ouvrière notamment extrêmement exploitée, qui commence à se syndicaliser. Voilà, et donc dans ce monde pas hyper cool non plus, parce qu'avec énormément de conflits entre les classes dominantes et les exploités, je pense que c'est comme pour toi, on va savoir comment je vote. Oui, je confirme. Voilà, Merde, dans ce monde-là, comment une jeune femme, une fille de noble, apprend un jour que son frère, qui était soldat, a été tué quelque part à l'ouest de ce monde. Et bon, évidemment, ça lui déplaît relativement. Elle va se mettre en quête de l'assassin de son frère. Et pour ça, elle monte à Hollangar, donc la capitale de ce monde, qui est vraiment un condensé de tout ce que je viens de dire, hein, donc une apothéose de lutte des classes, de ville dégueulasse, crade, très ouvrière, avec ses hauts quartiers qui sont pour les riches et ses bas quartiers qui sont pour les pauvres. Voilà, pour faire dans le symbole. Hein. Et donc cette jeune femme, Evina, elle ne connaît pas du tout les règles du jeu, les règles de cette capitale où il y a une pègre très puissante. Et donc elle a besoin d'alliés, elle va trouver un allié en la personne de Torghent, donc qui est un elfe lui-même banni, et qui a une histoire très dure liée à une guerre qui s'est passée une vingtaine d'années plus tôt. Voilà, et donc plus elle enquête, plus elle découvre ce compagnon qui a beaucoup de mal à parler de son passé, et plus elle constate aussi que les investigations qu'elle mène dérangent beaucoup certaines personnes, notamment dans les classes dirigeantes et notamment chez la pègre. Voilà. Donc elle se rend compte que son enquête gêne du monde et qu'on va lui mettre bien des bâtons dans les roues. Voilà, je n'en dis pas plus pour pas spoiler. On va pouvoir passer aux questions qui concernent vos univers. Avec Myriam, on a croisé le fer, autrement dit, on a fait l'apéro. Et on a essayé de coucher sur le papier des questions, des choses qu'on avait envie de vous demander. Alors effectivement, on pourrait en poser des dizaines et des dizaines, mais on en a retenu deux pour chacun. Et la première avec les sorciers et des hommes, c'est le système de magie. Il y a aussi bien la magie des rubans, mais également la magie branche-chèvre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces systèmes de magie et qu'est-ce qui les a impulsés? Comment est-ce qu'ils se sont révélés à toi? Je suis un jardinier. Donc les branches sèvres, c'est pas très étonnant d'une certaine façon. Oui, alors la magie au ruban, c'est vraiment quelque chose de particulier, puisque, alors là, par exemple, j'ai Jean-Laurent qui est devant moi. Et ben, c'est comme si je le voyais, mais entouré de rubans. Voilà, hein, c'est une sorte de momie finalement. Et désolé, Jean-Laurent, je ne te voyais pas comme ça avant. Mais... Et donc en fait, il est entouré de rubans plus ou moins épais, plus ou moins fins, etc. Et quand on est sorcier au ruban, en fait, on voit la personne comme ça, on peut la voir comme ça, et on peut manipuler ces rubans. Ces rubans, en fait, là où ils sont placés, manipulent le corps, l'esprit, etc. Et quand le sorcier les manipule, il peut faire de la personne ce qu'il veut finalement. Il peut la guérir autant que la tuer. Il peut lui dire d'aller ranger des livres autant que de lui dire de les déranger. Mais en tout cas, il peut faire à peu près... C'est un sorcier qui est très puissant. Voilà. Le branche-sèvre, c'est encore un peu différent. C'est quelqu'un qui a une magie aussi liée à la nature, mais qui manipule uniquement la sève qui coule dans les arbustes, les arbres, etc. C'est pas les arbres en soi qu'il manipule, c'est vraiment la sève, quoi. Donc il peut en faire ce qu'il veut là aussi. Alors ça peut paraître un petit pouvoir, mais tout dépend du contexte, une fois de plus. Il y a une scène notamment dans l'une des nouvelles où cette magie a beaucoup d'importance. Voilà. Donc c'est une magie qui est très organique, chez moi en tout cas. Alors comment elle m'est venue? Je fais pas mal d'insomnie, hein, je dois avouer, des fois. Et il y a toujours cet entre-deux entre je suis encore réveillé et je suis en train d'essayer de dormir et je suis ni l'un ni l'autre en fait. Et on pense à plein de choses et puis il y a des choses qui nous viennent et puis tiens, des rubans qui entourent des gens et tout, c'est bizarre. Ah ouais, d'accord, et puis on s'endort avec ça, on continue de réfléchir, on rêve là-dessus, et puis le lendemain matin, on a la chance de s'en souvenir. Et voilà, on se dit, allez, hop, je vais noter ça directement, et puis je vais voir ce que je peux en faire. Souvent, on n'en fait rien, il faut être clair.
c'est des idées qui restent marquées sur un petit carnet. Et puis un jour, on nous demande dis donc, t'aurais pas une nouvelle de Sword and Sorcery pour mon anthologie qui va jamais se faire finalement? Et puis... Bon, alors, ok, pas de problème. Hein. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon petit carnet, qu'est-ce que je vais faire avec ça et tout, machin. Et puis là, tu vois l'histoire de ces rubans et tu te dis ah bah tiens, ça serait pas mal ça de faire une magie autour de ça. Et puis tu commences à réfléchir sur la question et puis tu fais comme tu peux, en gros. Tu essaies de définir comment fonctionnent les choses. Tu te rends compte, en règle générale, qu'elles fonctionnent très très mal et que simplement, il faut simplement écrire l'histoire pour qu'elle fonctionne. Et comme disaient Lionel et Clément, qui sont plutôt des structurels, parfois ça marche, parfois ça marche pas, et quand ça marche pas, il faut refaire. Moi aussi, du coup, ça m'arrive de refaire plein de choses. Et c'est justement plus... sur ces aspects techniques-là que je refais bien des choses. Donc je gomme des choses et puis je les refais au fur et à mesure en se disant ça c'est mieux en fait. Voilà. Mais c'est comme ça que ça vient en fait. Et si tu devrais choisir entre les deux pouvoirs, tu prendrais lequel? Enchaîne. Carrément. Je trouve ça trop cool. Alors maintenant, Lionel, toi, ça va être une petite question. Donc tout à l'heure, tu disais justement que ton personnage de Mériane était clairement inspiré du personnage historique de Jeanne d'Arc. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus, justement, notamment par rapport à cette condition des femmes. Voilà, il y a la question de la condition des femmes qui est super important quand même dans ton récit, et notamment aussi la question de la religion qui est en lien aussi avec la condition de la femme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces deux grands thèmes? Alors, je vais essayer, mais avec le caveat que pour traiter ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui me sont chers, je fais un truc super lâche, c'est que j'écris des bouquins dessus, et je m'abrite derrière la fiction. Parce que je suis un mâle cis blanc hétérosexuel, et donc c'est difficile de parler de ces trucs-là dans ma situation. Donc c'est pour ça que je mets mes colères et mes révoltes à travers la fiction. Ça me permet de parler entre guillemets le langage universel des histoires, et on parlait également tout à l'heure avec le monsieur Dauphiné Libéré des intérêts de l'imaginaire, qui est que la science-fiction, la fantasy, c'est aussi vachement pratique parce qu'on parle d'un monde imaginaire avec des personnages imaginaires, ce qui permet de en fait laisser autant qu'il est possible les préjugés culturels et historiques en tant qu'auteur et en tant que lecteur à la porte, et d'essayer de parler des mécanismes plutôt. Donc à travers les Dieux sauvages, c'est un peu ce que j'essayais de faire, c'était de parler des mécanismes, et notamment de certains, de la manière dont le sentiment religieux, l'expérience du sacré, qui pour moi est... alors je suis désolé pour les gens qui ont déjà pu m'entendre éventuellement parler de ça, parce que je rebranche sur mes marottes habituelles. L'expérience du sacré, c'est ce que Carl Gustav Jung appelle le numineux. L'expérience du sacré, c'est quelque chose qui... En gros, il y a un terme anglais qui est très bien pour ça, qui est O-A-W-E, qui est quelque chose, vous confrontez à quelque chose qui d'un seul coup vous parle profondément. Et c'est pas quelque chose qui se raisonne, c'est quelque chose de vraiment viscéral. Et le lumineux, on l'a tous d'une manière ou d'une autre. On peut l'avoir, moi je l'ai face aux grands espaces, par exemple, face aux grands espaces naturels, c'est mon lumineux, il est là beaucoup. Il est face à la faune sauvage, ce genre de choses. Mais il y a d'autres gens qui l'ont dans une église, et c'est très bien. Et pour moi, je pense que c'est un des trucs les plus importants et de l'expérience humaine. Le problème, c'est que, comme fréquemment, quand l'être humain découvre un truc comme ça, il essaye de le structurer, et c'est là que les ennuis commencent. Et c'est à travers mes propres intérêts, mes propres recherches, c'est quelque chose que j'avais un petit peu auquel je m'étais j'avais un peu abordé par la bande dans Léviathan, qui est que quand on commence un peu à étudier, à regarder comment les spiritualités, de manière au sens très vaste, se construisent, en tout cas dans le monde occidental et avec le développement des religions dites révélées, il y a quand même un petit peu une moitié de l'humanité qui est un petit peu oubliée sur le bord de la route. Et ce qui est évidemment tragique et révoltant. Et donc, voilà, à travers les Dieux sauvages, il y a clairement il y a ces deux notions qui sont un petit peu ensemble. Il y a la manière dont le dogme peut finalement vider le lumineux de sa substance, justement. La manière dont la structuration
d'une congrégation finalement peu vidée, est une sorte de, pour moi, clairement une sorte de confiscation. Et la manière dont cette confiscation s'est très souvent opérée au détriment des femmes à travers l'histoire. Et c'est pas entièrement par hasard que quand on parle de... alors je l'ai pas lu, mais ça me, enfin, je pense que ça abordé par la bande dans les scènes de Mona Chollet, sorcière, que j'ai sur ma liste. C'est pas par hasard que voilà, les archétypes féminins sont fréquemment dans l'histoire depuis à peu près 1000 ans, sont fréquemment associés à la nuit, associés à la lune, associés bizarrement à que des trucs qui sont invisibles et qui sont finalement rejetés dans l'invisibilité de l'histoire, en fait. Donc ces deux trucs-là étaient... voilà. Mon éditeur, Simon Pinel, quand il a reçu le manuscrit de La Messagère du Ciel, il m'a dit, et je cite, « J'ai lu ton bouquin, je me suis dit, Lionel, il est vénère. » Et c'est peut-être un peu le cas, ouais. Donc à travers les dieux sauvages, il y a un peu ces trucs-là. Et pour moi, le personnage de Jeanne d'Arc est un personnage qui est emblématique de cet aspect-là, parce qu'on a quand même une demoiselle qui vient, qui dit « Je suis... Dieu me parle, je vais aller sauver le monde. » Et elle est récompensée comment? On la brûle. Voilà. Alors, pour moi, là, il y avait là un paradoxe assez révélateur sur la manière dont ces structures humaines-là fonctionnent. Et j'avais envie d'aller explorer ça, mais j'avais envie d'aller explorer ça non pas à la manière d'un pamphlet, encore une fois, mais j'écris de la fiction. Je pense que ça se voit surtout avec le 2, qui est que, il y a évidemment, tout n'est pas acheté dans une influence structurante. Mais comment est-ce qu'une influence structurante dans une époque chaotique comme celle-là peut être détournée, confisquée et engendrer les pires choses possibles, quoi. Donc je ne suis pas en train de faire un procès à charge. Par contre, je mets en avant que je tape clairement sur les trucs qui me scandalisent à titre personnel, quoi. Oui, parce que c'est vrai que bon, il y a certes la femme, la condition de la femme, mais aussi les petites gens, aussi le peuple qui souffre énormément, voilà, pareil. Oui, on est clairement dans un système féodal avec tout ce que ça entraîne. Et clairement, on le verra plus dans la suite, mais je spoile pas, mais il y a cette société, entre guillemets, tient en partie debout avec... c'est un des trucs qui m'avait énormément marqué dans 1984. Et là, l'inspiration est très claire de George Orwell. Quand à la fin, on apprend pourquoi est-ce que le système de la société de 1984 fonctionne, pour moi, il y a deux trucs qui m'ont grandement marqué. Alors le premier qui n'est pas dans Les Dieux Sauvages, mais qui pour moi explique beaucoup de choses sur la manière dont nos sociétés actuellement fonctionnent, c'est que le parti n'est pas centralisé. Il y a Big Brother n'existe pas, Big Brother est une effigie, et en fait le système fonctionne parce que chacun à son échelle voit midi à sa porte pour continuer à perpétrer le système, qui pour moi est une vision extrêmement puissante et qui pour moi explique beaucoup de choses sur la manière dont le monde aujourd'hui fonctionne. Et le deuxième truc, c'est que cette société fonctionne parce qu'il y a l'ennemi. Il y a toujours un ennemi, il y a cette espèce de peuple-là, on ne sait jamais vraiment qui c'est, quoi. Mais il y a toujours quelqu'un contre qui ils font la guerre. Et ça fédère contre. Et là, clairement, c'est dans Les Dieux Sauvages. C'est que la société des Dieux Sauvages fonctionne parce que elle donne à chaque personne, à chaque groupe, un ennemi. Et ça s'appelle en psychologie sociale le bien intraspécifique, c'est-à-dire que vous rassemblez des gens et vous leur donnez tous, vous aurez un chapeau bleu et vous donnez d'autres trucs les chapeaux rouges, très très vite, c'est mécanique. Les gens qui ont le chapeau bleu se disent « Ouais, on est quand même mieux que les mecs au chapeau rouge, non ?» Merci. Moi j'ai une question. Avec Olengard, là où je me suis surtout éclaté, c'est par rapport au décor. C'est-à-dire cette période qui est entre les 30 Glorieuses, avec parfois des clins d'œil un petit peu Far West. Il y a ce contexte où tu nous amènes finalement après la guerre. Après la guerre, est-ce que vient la paix? Pas forcément. Est-ce que tu peux nous parler des influences justement de la période? Pourquoi ce choix de la période? Et qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé justement à te positionner dans un moment où on est plutôt en période révolutionnaire? Alors, juste pour préciser ta question, ce qui t'intéresse, c'est le décor, plutôt le côté révolutionnaire ou plutôt le côté économique de ce Les deux.
Alors, pour le côté révolutionnaire, je ne saurais pas dire pourquoi spécialement j'ai pris ce truc-là. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est que ce qui m'intéressait, c'était de... j'ai pas mal étudié pendant à Sciences Po la Révolution française. Et j'avais une question qui me trottait dans la tête, c'était qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu un roi qui accepte le phénomène révolutionnaire davantage que ce qu'il a fait. Parce que bon, au départ d'ailleurs Louis XVI accepte dans une certaine mesure, hein, il fait partie de cette monarchie constitutionnelle qui a corps entre 89 et 92. Mais qu'est-ce qui se serait passé si le roi l'avait accepté davantage ? Est-ce que par exemple la noblesse aurait pu conserver une partie de ses privilèges ? Est-ce qu'il aurait pu y avoir une sorte d'arrangement, la démocratie contre malgré tout une caste qui demeure un petit peu... voilà. Et donc ça c'est ce que j'ai exploré dans Langard, c'est-à-dire j'ai essayé de montrer c'est pas directement montré, mais ça se passe à peu près 100 ans après. Mais j'ai essayé de bâtir un monde qui arrive après une révolution qui a plus ou moins réussi. Parce que le peuple s'est soulevé, mais le roi a été suffisamment habile ou a suffisamment aimé son peuple pour éviter un bain de sang et pour dire ok, on vous lâche des droits. Par contre, autour du roi, il y a des gens qui gravitent, qui disent tu lâches des droits, par contre tu lâches pas tout. Et nous, on conserve une partie de nos privilèges. Donc voilà, au Langard, c'est le côté révolutionnaire, il est venu de ça, de cette interrogation. Et puis le côté économique, c'est simplement que je sais pas, je me retrouve bien, je me sens bien dans ces thématiques-là. J'avais envie de bâtir un monde qui ressemble un peu au nôtre, à certains égards, pas qu'au 19e, mais au nôtre, parce que on a encore des ouvriers, même si c'est largement... on ne parle pas des ouvriers comme au 19e, mais on a encore une population ouvrière, et même si ça se fait aussi en Asie du Sud-Est maintenant, voilà. J'avais envie d'un climat très lutte sociale où on comprenne que les droits qu'on a, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à un certain confort de vie, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qu'on doit prendre. Donc voilà, c'est aussi un univers que j'avais envie de bâtir. Et donc dans cet univers-là, comme si vous avez lu Langard, c'est surtout porté par les nains, qui sont vraiment les ascendants, ceux qui bossent, ceux qui triment. Et qui s'organisent en confrérie, donc en syndicats, pour aller conquérir ces droits qui ne sont pas du tout naturels, et que d'ailleurs historiquement on a dû conquérir aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, je te remercie, c'est parfait. Alors moi j'en suis... attendez. Alors pour Thomas, donc tout à l'heure tu nous as présenté quand même un petit peu les deux personnages phares de ton roman, donc Pic et Hunt. Alors, comme tu disais, c'est vraiment deux saligots. Vraiment, des bandits finis, aucune morale. Vraiment, voilà. On les déteste dès le début, mais on les adore. Et ouais. Alors du coup, justement, la question, c'est comment, justement, on dépeint comme ça des personnages sans aucune morale, qui sont détestables, comment on fait pour après faire apprécier ces personnages ? Est-ce que... en fait, c'est là que le fix-up, à mon avis, est intéressant à utiliser parce qu'on peut changer les points de vue. Et c'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que, effectivement, les premiers textes mettent vraiment en scène des histoires avec le point de vue de Pic et de Hent, donc les deux personnages de salopards, mais qu'à partir du troisième texte, on a déjà un changement de point de vue. On a un changement de point de vue, on suit un type qui s'appelle Drao Druber, qui est ce qu'on appelle un fouillevis. En fait, c'est une sorte de détective qui est dans une cité qui s'appelle Vuratulu. Et il doit en fait enquêter sur la disparition d'un jeune garçon. Et ça fait des années en fait que cette histoire le hante, parce qu'il n'a jamais réussi à découvrir comment il a disparu. Voilà. Et on va suivre justement son histoire, a priori sans aucun rapport justement avec ce qu'on a lu précédemment. Sauf qu'évidemment, il y a tout un jeu là-dessus qui fait qu'à la fin de l'histoire, on comprend pourquoi en fait ce personnage-là a pris la parole d'une certaine façon. Et quelle importance justement ça a sur l'image que nous, on va avoir ensuite de certains personnages. Il y a des petites nuances qui arrivent, il y a des petites touches qui
qui pénètrent finalement dans l'histoire et qui nous font dire ah ouais, mais finalement il a vécu ci, peut-être que finalement il n'est pas si méchant que ça, peut-être qu'il a des excuses, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses, je ne spoil rien, mais en tout cas ça donne une autre perspective à certains événements ou à certains personnages tout bonnement. Et donc tout le texte, enfin tout le fix-up fonctionne comme ça, c'est que les points de vue vont changer à chaque texte. Il n'y a pas un seul texte qui a finalement le même point de vue, je change à chaque fois. Et notamment le dernier justement qui est protéiforme, hein, voilà, qui est une vision panoramique en fait, voilà, et qui prend des personnages secondaires des autres récits qu'on a vus avant comme personnages principaux. Voilà. Donc toutes ces voix font que finalement ces personnages de Pick et de Vent, on va commencer à les voir de façon un peu différente du départ. Avec plaisir. En parlant de personnages forts, moi il y en a un qui m'éclate et que j'apprécie particulièrement et qui s'appelle Ganer. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur la naissance de ce personnage, oui, et surtout comment tu as travaillé et qu'est-ce qui t'a influencé dans le visuel, parce qu'il est vraiment très très fort, de toute cette armée démoniaque un petit peu biomécanique avec des armures, avec des reflets. On en discutait, il y avait, ça fait depuis des années que je lis les bouquins de Warhammer et que je baigne dans ces univers-là. Au début, je me suis dit, bon, il y a clairement des fois peut-être des inspi, etc. Et là, tu avais répondu clairement non. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, à la base, dans les dieux sauvages, il y a aussi pour moi dans ma démarche, il y a un petit côté payer ma dette à la fantaisie. C'est-à-dire que dans les dieux sauvages, c'est probablement la chose qui se rapproche le plus des archétypes de la fantaisie, de ce que j'ai fait jusqu'ici. Et j'avais envie d'aller un peu revisiter ces archétypes-là, mais d'essayer d'en faire quelque chose à ma sauce, forcément, parce que sinon c'est pas rigolo. Et Galler, c'était clairement l'idée je voulais un grand méchant. Ce que j'ai quasiment jamais, en fait. Dans tout ce que j'ai écrit, j'ai très peu de grands méchants. J'ai des adversaires, mais j'ai rarement quelqu'un qui est unanimement, qui est clairement identifié, c'est lui l'homme à abattre. Et j'avais envie de jouer avec la notion du seigneur du mal dans la fantaisie. Alors déjà, mais d'essayer justement de jouer différemment avec ça. Alors déjà, Galler n'est pas le seigneur qui reste loin et qui pilote de loin, il est clairement sur le front et c'est un chef de guerre. Et il est là pour aller faire le boulot et il se salit les mains. Je voulais également du coup, parce que sinon c'est pas drôle, un salopard charismatique, mais je voulais pas tomber dans l'archétype du grand méchant, très très méchant, qui défouraille à tour de bois et qui tue. Tous y compris les pires salopards, voient midi à leur porte. Ils se croient tous le héros de leur propre histoire. Et je voulais que Galler soit plus une force de la nature que véritablement. C'est un ouragan, c'est une tempête. On pourrait regarder. Enfin, je trouve que dans la messagère, en fait, il y a deux vrais méchants, en fait. Et il y en a un qui, pour moi, est plus. Alors, c'est pas Galler, il y en a un qui est plus inquiétant parce qu'en fait, il est très humain et en fait, il a toute la bassesse qu'un être humain peut avoir. Alors que Galler, il est limite quasiment plus très humain. Donc, c'est un type qui fait 2,20 m de haut. Qui a muté avec la magie dont je parlais tout à l'heure dans tous les sens, et qui a une grosse armure biomécanique, effectivement. Alors sur cet aspect-là, en fait, donc les dieux sauvages, ça s'inscrit dans un univers plus vaste qui s'appelle Evanégir, mais c'est un site qui est entièrement indépendant du reste. Mais j'ai d'autres récits dans ce domaine-là, et en fait, on peut revenir avant, et il y a deux bouquins qui s'appellent La volonté du dragon et La route de la conquête, qui montrent ce qui s'est passé avant, et qui, encore une fois, sont indépendants, et il n'y a pas d'ordre pour lire les trucs. Donc en fait, j'avais moi l'esthétique que je voulais pour Evanégir, qui était à la base, en fait, qui donc n'est pas du tout inspiré de Warhammer, même s'il y a des exosquelettes. En fait, à la base, l'inspiration d'Evanégir et de cette époque-là, c'est l'exosquelette, c'est des exosquelettes mais version steampunk. Donc j'adore l'esthétique du steampunk avec les rouages dans tous les sens, les trucs très raffinés, une sémantique de la machine qui montre bien ce qu'elle est. Et après, parce que pour aller pousser plus loin, et parce qu'après j'avais envie que cette époque-là dérive vers la SF, je me suis simplement dit, qu'est-ce que deviendrait une esthétique de steampunk qui
ne resterait pas figé à l'ère pseudo-victorienne, mais prendrait le virage de la science-fiction, en fait. Donc ça reste une machine. Pour moi, l'esthétique du steampunk, c'est une machine qui dit ce qu'elle est. C'est pas une machine, c'est l'inverse des machines qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une machine qui cache sa fonction. Nos smartphones, maintenant, c'est des dalles de verre, quoi. Ça fait plein de trucs, mais ça dit pas ce que c'est. Comprendre tout ce que ça fait, c'est pas évident, parce que c'est des surfaces, et c'est l'endroit vers lequel on va. Vous prenez un iPad, c'est une surface de verre. Qu'est-ce que ça fait, ce truc? Alors que le steampunk, c'est une machine qui, entre guillemets, est rassurante. Elle montre ce qu'elle est. Donc du coup, je suis allé taper dans une esthétique de SF en essayant d'imaginer qu'est-ce que serait le steampunk qui prendrait le virage de la SF et presque de la conquête spatiale, quoi. Et donc ça a donné ces esthétiques d'armure futuristes, presque un peu, on en parlait, un peu à la Tron, avec de la lumière. Donc en gros, garder le côté cool du rouage, mais en version SF. Et puis après, je l'ai simplement perverti, en fait. J'en ai fait cette espèce de fusion mécanique, parce que la magie et la technologie fonctionnent plus si on rajoute pas un petit truc en plus, et typiquement, le truc qui marche, c'est l'énergie vitale. Donc c'est ça qui fait marcher les trucs. Donc en fait, j'ai simplement perverti cette esthétique-là, et je me suis aussi pas mal inspiré de l'esthétique biomécanique dans le tatouage, par exemple, tout simplement. Avec ces espèces d'alliances. Il y a un peu, très, très clairement, il y a un peu de Geiger et de Lovecraft là-dedans aussi, quoi. Donc la perversion de cette technologie-là, je l'ai faite avec ces influences-là, en fait. Et j'ai découvert l'univers de Warhammer assez tardivement, en fait. Moi, j'aimais les exosquelettes parce que je regardais Goldorak quand j'étais petit. Et alors Clément, du coup, comme tu disais tout à l'heure, tu reprends quand même des personnages, des personnages vraiment connus de la fantasy. Un nain, un elfe et une jeune noble. Donc un peu les archétypes que l'on retrouve dans la fantasy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu as su un petit peu renouveler ces personnages finalement? Moi j'ai trouvé que tu as réussi à leur donner une seconde vie, une fraîcheur à travers ton roman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Déjà, pourquoi avoir fait le choix d'avoir repris des personnages déjà rencontrés, et comment tu as réussi à en faire des personnages assez originaux finalement? Pourquoi simplement, j'avais envie de jouer avec ces archétypes-là, tout simplement. Donc l'elfe, le nain, les hommes, c'était une envie de m'amuser. Puis sans doute, tu regardais Goldorak, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, des choses apparentées, donc je pense que c'est des trucs qui marquent aussi, avec lesquels on a envie de s'amuser, tout simplement. Donc ça, c'est peut-être le point de départ. Maintenant, leur donner une consistance, je pense que ça passait beaucoup par cet univers, justement, cet univers 19e, très sale, très inégalitaire. Et du coup, la mécanique que j'ai eue, c'était de situer mes personnages par rapport à ce monde-là. C'est-à-dire que certains sont complètement en déphasage avec ce monde. D'ailleurs, Ban et Barricade, pour moi, Ban, c'est des personnages qui sont littéralement mis au banc, ou qui se sont eux-mêmes mis au banc de cette société. Alors, par exemple, c'est le cas de Thorgend, l'elfe, puisqu'il est banni, donc ça colle pas avec la figure de l'elfe. L'elfe, il vit normalement dans sa forêt, enfin normalement, en tout cas tel qu'on l'imagine, il est dans sa forêt, en harmonie avec la nature, avec les siens, etc. Là, c'est pas du tout le cas de ce personnage, qui est au contraire dans une ville très sale, qui n'a plus réellement de repères, qui a perdu ce qu'il était, son titre, ses biens, ses possessions, etc. Donc voilà, du coup, je pense que ça permet, j'espère en tout cas, de lui donner une consistance. Evina, c'est pareil, elle est donc la fille de Noble elle-même, elle se met quelque part un peu au banc aussi de cette société, parce que d'une part son frère est assassiné, donc déjà ça la fout mal, et il y a quelque chose malgré tout dans ce monde qu'elle ne comprend pas, c'est-à-dire elle est issue d'une lignée très aristocratique, donc même si elle a un côté progressiste, elle a certaines valeurs, et ce monde très industriel, où la classe dominante n'est plus l'aristocratie, mais une sorte de nouvelle bourgeoisie qui a du fric, elle n'adhère pas. Enfin, il y a un truc qu'elle ne comprend pas là-dedans, et en même temps elle comprend aussi, et elle le comprend davantage avec ce qu'elle vit dans le hangar, qu'il y a quelque chose de malsain de manière générale dans ce monde, c'est-à-dire que c'est pas possible de vivre
en exploitant autant, en maltraitant autant. Donc voilà, ça, elle en prend progressivement conscience, et je pense que c'était un des moteurs qui permettait de lui donner de la consistance. Et alors, à l'opposé de ça, j'ai essayé de faire des personnages qui, au contraire, sont complètement en accord avec ce monde, qui trouvent leur place. Alors, c'est le cas de Mandrake, le chef de la pègre, tu ne l'as pas évoqué, mais alors lui, c'est un personnage qui est complètement en accord avec ce monde, ça lui convient parfaitement, il est suffisamment cynique pour y trouver sa place. Donc du coup, voilà, ça permet de jouer aussi avec ça et de créer ce personnage. Et l'autre, qui pour moi est complètement en phase avec cet univers, c'est Baldec. C'est donc c'est le nain, enfin, un des nains, c'est le chef, hein, globalement, des syndiqués, c'est celui qui va prendre la tête de la révolte. Et sans doute l'un des nains les plus classes qu'on ait pu croiser dans toute la littérature imaginaire. Baldec déchire méchamment. Merci beaucoup, Mathieu. Et donc, en fait, lui, il est en phase avec ce monde au sens où il perçoit une amélioration possible. Et, à travers sa lutte, il sait qu'il peut apporter un mieux-être social. Donc, du coup, voilà, il est quelque part bien dans ce monde-là. Et la lutte qu'il porte permet pour moi de lui donner un petit peu de consistance aussi. Voilà. Si vous le voulez bien, on va passer aux petites lectures à haute voix pour agrémenter la présentation de vos univers qui se lance. Alors, c'est un extrait du premier texte. Bon, voilà. Alors, rapport du grognard furtif Sévelsus à sa somptueuse majesté Caron IX, souverain de Cadiz, puissant royaume de l'heptarchie insulaire d'Evandir. Votre somptueuse majesté, j'ai retrouvé la trace du barbare de Scalep. Il est bel et bien parti pour le protectorat d'Ahamir, où je suis désormais arrivé. J'ai compris comment il a pu se procurer un parchemin qui l'autorise à se rendre à Clarès. Il est accompagné d'un certain Pitcairn, que d'aucuns prétendent être un sorcier au ruban. Vous connaissez sans doute les pratiques de ces sorciers. Ils sont experts en sortilèges, peuvent en faire comme en défaire. On dit qu'ils voient autour des gens des rubans de soie rouge, intriqués les uns aux autres dans un méli-mélo impressionnant. Ils sont capables, mentalement, de les manipuler avec leurs mains et de créer ainsi, d'un simple nœud qu'ils ajoutent au ruban, des maladies, des malédictions, mais également l'inverse. La rumeur prétend qu'ils peuvent guérir n'importe qui de n'importe quoi, et peut-être même rendre une personne immortelle. Vous comprenez, votre somptueuse majesté, que ces sorciers sont extrêmement convoités et qu'il leur faut un protecteur digne de leur pouvoir. Ainsi, le barbare de Scalep, par je ne sais quel hasard, est devenu le garde particulier de ce Pitcairn, ce qui a précipité son départ de Vuratulu. Vous connaissez bien Endger, un opportuniste, autant assoiffé d'argent que de vin, qui fut de longs mois le chef de votre inestimable armée avant, hélas, de commettre l'outrage suprême avec notre bien-aimée reine. Votre somptueuse majesté l'a banni à juste titre. Je continue, invisible à ses yeux, de le suivre encore quelques semaines. J'attends votre oiseau courrier qui m'indiquera la procédure à suivre. Endger a déjà oublié Cadiz et l'Evandir, maintenant qu'il a déniché un nouveau trésor à exploiter. Son retour n'est pas à craindre, je le tuerai bientôt. Ça sur mon téléphone, ça fait un peu, je me prépare à poser mon lyrics. Donc on est au début et on vient, voilà, on fait connaissance avec Marianne qui est en train de faire la tournée de ses collègues. Elle vida sommairement le lièvre et le rangea dans sa besace en se promettant d'examiner en détail les tumeurs à son cou. Elle ne contenait sans doute pas de poison, mais l'animal s'était visiblement approché d'une anomalie ou d'un de ses résidus. Il faudrait l'examiner avec prudence. Au pire, elle aurait toujours la peau. Son itinéraire de chasse ne s'enfonçait pas très profondément dans la zone instable bordant d'Oélique, mais, comme le lui martelait la vieille Aélig, il faut se méfier non pas de ce qu'on connaît, mais de ce qu'on ignore. L'existence des anomalies vagabondes, par opposition à celles qui restaient circonscrites au même endroit, offrait au village une illusion de clémence en excluant leurs parias. Ils ne le condamnaient pas à mort, après tout, juste à tirer leur substance de forêts inexplorées, de marais sauvages ou de montagnes hostiles, où la magie pouvait, ou non, vous emporter au hasard.
Mais Myriam l'acceptait pleinement. Contrairement à beaucoup, elle avait choisi cette vie. Et, sous la houlette de l'aïeul, elle avait appris à se fier à ses intuitions. Dans la forêt, elle pouvait se révéler plus cruciale qu'une épée bien aiguisée, n'en déplaise aux moines du grand dieu Ware. Ces mêmes moines qui avaient cru protéger les bonnes gens de Doélic en brûlant sur le bûcher une vieille femme un peu trop guérisseuse, un peu trop herboriste, qu'un père exploré accusait de sorcellerie. Aélique était douée dans son art, bien sûr qu'elle obtenait des résultats, mais elle n'était pas non plus infaillible. Il n'avait guère fallu plus aux Wéristes pour y voir la marque du démon, une conspiration avec les sombres pouvoirs arcaniques qui hantaient les campagnes, qui défiguraient les bêtes et les nouveau-nés, qui engendraient des horreurs monstrueuses attaquant les fermes. Alors j'ai choisi pareil, c'est pas tout à fait le début, mais on n'en est pas loin. C'est une petite introduction à cet univers. Et on suit Elina, donc la fille des nobles, qui vient d'arriver à Olangar, donc la fameuse ville. Elle sort, échappe aux effluves étouffantes de la gare. Elle espère respirer un peu d'air frais, mais sur cette place immense qui prolonge l'armature métallique de la gare, l'atmosphère est puante. L'odeur de la fumée noire est encore là, diffuse. Elle se confond avec plusieurs autres, celle de la merde de cheval, de l'eau sale, des détritus qui jonchent le sol, celle de la crasse de la métropole. Bien que la nuit recouvre les lieux de son voile, on distingue sans peine la statue au centre de l'esplanade. Elle représente une femme en armure, l'épée à la main, les cheveux au vent, elle dresse le bras comme pour encourager une armée à charger. La voyageuse admire un moment le monument, la femme diable, celle qui à présent commande les gardes royales et civiles. Sa légende est-elle fondée ? Est-elle vraiment cette guerrière qui a vaincu la horde de Cantral ? Qu'importe, cette statue demeure la seule chose au milieu de cette place infecte qui soit empreinte d'un peu de beauté. Au-delà des murs d'enceinte, des semblants de villes ont poussé anarchiquement. Elles hébergent le surplus d'ouvriers hollandais et la sous-traitance des nombreuses usines de la capitale. Les toits sont gris, plats le plus souvent, et surplombent des habitations érigées trop vite. Les cheminées industrielles s'élèvent irrégulièrement et pointent vers le sommet de la montagne. À l'intérieur des fortifications, ce n'est qu'une succession sans fin de rues tortueuses et de couches d'immeubles noirs dont les étages ont été ajoutés à mesure des besoins. Pierre, bois et métal s'y confondent. Les quartiers de production s'étendent dans le secteur est. On distingue les tanneries, quelques dômes monstrueux, témoins de l'industrialisation rapide de la capitale. Un reste de brouillard épais flotte au-dessus de cette zone. La nuit ne suffit pas à le dissiper. À l'aube, les fumées du mildiou le noirciront de nouveau. Ça donne envie. Hein. Alors, du coup, pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets futurs ? On veut savoir. Voilà. S'il y a déjà des travaux en cours ou pas. Je ne sais pas si j'ai le droit de spoiler en présence de la représentante critique. Le scénario de la suite de Langar est en cours. Voilà. Tu repartirais sur un diptyque ? Alors c'est dur à dire pour le moment, c'est vraiment le début. Ce sera une histoire qui se déroulera quelques années plus tard, manifestement. En tout cas, si le projet est accepté comme tel. Donc c'est encore entre gros guillemets. Le projet actuel, c'est survivre à l'écriture des Vieux Sauvages. C'est un projet beaucoup plus ambitieux que je m'avais imaginé à la base. Donc je suis en train de terminer le manuscrit du volume 3. Là, il me reste 200 à 300 000 signes et 3 semaines de boulot. J'aurais fini le premier jet, après les corrections, etc. Donc le 3 s'appelle La Fureur de la Terre et il sort en avril prochain. Et j'attaque directement sur le 4 avant même la publication, et donc qui va m'occuper bien toute l'année prochaine. Et voilà, et après, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je sais une chose, c'est je suis quasiment sûr qu'après quand j'aurai fini Les Dieux Sauvages, j'écrirai autre chose que dans le cadre d'Evanégia. Ça aura fait, après Les Dieux Sauvages, j'avais déjà fait en plus La Route de la Conquête et Port-d'Âme avant. Je pense qu'il faut que je fasse autre chose. Ce sera bien pour moi, pour l'écriture, pour l'univers, etc. Il faut que tout ça respire un peu. Donc
quoi que je fasse après Les Dieux Sauvages, je pense que je ferai un one-shot qui n'aura rien à voir du tout. Tu peux nous parler de ce qui arrive en janvier chez Helios? Ah oui, mais oui, mais évidemment, mais bien sûr. J'ai tellement le nez dans la fureur de la terre que mais bien sûr, effectivement, honte sur moi de ne pas le mentionner, d'ailleurs, surtout en présence de mes vaillants éditeurs. Donc, je suis très content, ça a été annoncé là, en janvier. Merci de me le rappeler. Je suis tellement la tronche dans Les Dieux Sauvages que... Donc en janvier, ressort en poche chez Helios un texte dont je suis très content parce que il y a certains textes où on se dit cette idée est trop débile pour pas que je l'écrive. Et là c'est clairement le cas. Donc c'est un court roman qui s'appelle Les Questions Dangereuses qui ressort donc chez Helios, augmenté d'un gros entretien sur le texte, et on est en train de partir sur d'autres sujets divers sur l'écriture. Donc qui est en gros je ne vais pas très bien dire un hommage, mais qui en gros est une comment dire ce truc-là? C'est une histoire de KPDP, matinée de fantaisie, mais le principe c'est que en gros les mousquetaires ne se battent pas avec des épées, ils se battent en se donnant des énigmes mathématiques ou des questions logiques. En gros, ils se battent à coups de devinettes. Parce que dans cet univers-là, si vous posez une question et qu'on ne vous donnait pas la réponse, et ben en gros ça peut vous tuer. Donc ça entraîne tout un tas de conséquences et c'est écrit, et c'est écrit de manière outrageusement fleurie, à la manière d'Alexandre Dumas, avec des tas de jeux de mots débiles. Et une histoire très pulp, une histoire très KPDP, et ça fait partie des trucs que je me suis éclaté, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand je reparcourais le manuscrit pour en parler avec Nicolas Barret qui s'occupe de l'entretien, à un moment j'ai ri tout seul d'une des blagues que j'avais oubliées, ce qui en général est bon signe dans le métier. C'est que j'ai fait « Oh là là, qu'est-ce que je suis bête !» Eh bien, alors... ouais, j'ai pas mal de projets, mais j'ai rien écrit depuis quasiment des Sorciers des Hommes, donc voilà. Mais je sais que j'ai une nouvelle à écrire pour Galaxy, parce qu'il y a un nouveau numéro spécial Julia Berlanger qui va paraître en janvier, je crois. Et du coup, j'ai une nouvelle dans l'univers de Alone qui devrait être dedans. J'ai un fascicule à faire pour le Carnoplast que je dois rendre le 31 août. Voilà. Bon. Et puis sinon, je dois écrire un bouquin pour les moutons électriques aussi. Ça, c'est en cours. Et sinon, voilà, je suis en train d'écrire une BD aussi pour les humanoïdes associés. Voilà, donc voilà, j'espère avoir le temps de le faire. Chacun a un programme bien chargé. En tout cas, merci à tous les trois. Si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Si jamais vous avez envie de compléter ce qui a été dit, d'ajouter un petit quelque chose, n'hésitez pas.